Retour dans sur le plateau avec les mêmes invités, le docteur Basiliken, président Bandakani, Bertrand Tatsinda et Charlie Kenyé pour parler du sommet États-Unis-Afrique. La question centrale que nous nous posons cet après-midi est celle de savoir si Joe Biden réussira à imposer le grand retour des États-Unis au devant de la scène. On le sait, elle a souvent laissé la France faire les sales besognes. Cette fois-ci, Washington essaie de se repositionner et bien sûr au détriment de Paris. Nous parlons donc de cette deuxième thématique avec vous, chers téléspectateurs, et nos invités dans cette première partie du débat panafricain. On va refaire un tour du côté de la réalisation, chers messieurs, si vous le permettez, pour écouter le président de la République du Cameroun lors d'une table ronde à Washington. On écoute le président et on revient sur le plateau pour parler de cette allocution. Permettez-moi tout d'abord de remercier le président des États-Unis, M. Joe Biden, qui a bien voulu convier ses homologues africains à ce deuxième sommet des dirigeants des États-Unis et de l'Afrique. Je tiens également à remercier M. Michael Cowden et Paul Hicks pour leur invitation à la présente table ronde privée. L'ordre du jour nous invite à réfléchir sur comment la finance peut constituer un atout à l'égard des défis pressants et des opportunités de l'Afrique et contribuer à la résolution de problèmes apparemment sans solution à l'échelle mondiale. C'est un sujet d'actualité au regard de la situation actuelle de l'économie mondiale et des effets des crises sanitaires et sécuritaires sur nos économies nationales. L'un des freins au développement de l'économie africaine est l'épineux problème de la disponibilité des financements. Pourtant, l'Afrique dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. Ce potentiel reste sous-exploité ou alors son exploitation n'intègre pas la transformation sur place qui est susceptible de générer de la valeur ajoutée et de la richesse sur le continent. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois à des conditions restrictives de souveraineté de nos États. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Le cadre juridique qui gouverne généralement l'obtention de financement est très contraignant et accroît notre exposition aux risques budgétaires et de stabilité de nos institutions. Comme exemple de contrainte, la mise en gage de certaines ressources naturelles sollicitées par certains investisseurs. Les modèles et instruments de financement adoptés contribuent davantage à la réexportation des capitaux à travers des prêts sans mouvement de fonds vers le continent, mais avec des sorties obligatoires de devises lors des remboursements. L'une des solutions passe par le financement de l'exploitation et de la transformation des ressources naturelles de l'Afrique sur son sol. Pour cela, l'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable d'œuvrer à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux,
susceptible d'offrir des outils adaptés au financement du développement de l'Afrique, ce qui permettra sa transformation structurelle et son indépendance progressive de l'aide au développement et des crédits à l'exportation. En souhaitant plein succès à vos travaux, je vous remercie de votre aimable attention. Merci donc à la réalisation pour cet extrait du discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Avant peut-être de prendre la direction de Moscou, je vais me tourner vers vous, Charlie Kenyé, pour une première réaction à la suite de ce discours du chef de l'État. Bien, déjà, je commencerai par exprimer ma fierté. Ouais, je suis immensément fier de mon président, il faut le dire clairement. C'est une fierté, vraiment, n'en déplaise. J'ai dit souvent aux gens, on peut l'aimer, on peut le détester, mais quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. C'est un discours fort remarquable qu'a tenu le chef d'État camerounais là-bas à Washington. Indirectement, je ne vais pas dire les insulter parce que ce serait réduire la dimension et le poids d'un monument comme le chef d'État camerounais. Mais je vais simplement dire que il les a ramenés à leur juste petite valeur à travers son discours. Je relevais pendant qu'il parlait. J'ai relevé 4 choses qui m'ont fait comprendre et je vais partager ça avec mes frères africains. Il parle des conditions restrictives de notre souveraineté à chaque fois que l'on voudrait nous envoyer les capitaux en Afrique. Vous savez que si les États-Unis vous prêtent 100 millions de dollars, parce que ce sont des prêts, mais ils appellent ça l'aide ou fonds d'aide. Si vous prêtez 100 millions de dollars, il va vous dire qu'il faut respecter la démocratie, qui n'existe nulle part. Il va vous dire qu'il faut pratiquer l'homosexualité. Il faut légaliser ça chez vous. Il vous impose un certain nombre de valeurs qui en réalité ne cadrent pas avec vos principes. Pourtant, ce n'est pas le cas avec d'autres pays. Il parle également de l'Afrique ne devrait plus dépendre de l'aide au développement. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? L'AFD. Clairement, il vous dit qu'il est en train de rompre avec ce système. Mais, comment ne pas aimer son chef d'État dans de telles conditions? Il va même plus loin. Il parle de la mise en place d'un marché africain de capitaux. La mise en place d'un marché africain de capitaux. Lorsqu'il le dit, en réalité, il est en train d'insulter, je m'excuse encore d'utiliser le terme, mais il est en train de dire aux Américains que les fortes annonces qui ont été faites de ce côté-là, ce n'est pas ce que les États africains sont allés chercher. Vous vous souvenez que le secrétaire national, le conseiller à la sécurité nationale américain, Jack Sullivan, dans une de ses sorties, rappelait que les États-Unis ont mis un fonds d'aide de 55 milliards de dollars pour l'Afrique, sur 3 ans. Donc voilà les États-Unis qui, en moins d'1 an, ont donné 80 milliards de dollars à l'Ukraine, mais qui sont prêts à sortir 55 milliards de dollars sur 3 ans pour l'Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le président allait leur rappeler que non, nous ne sommes pas venus là-bas pour ce genre d'annonce. On n'est pas venu commander 55 milliards de dollars américains. Ça ne résout même pas les problèmes d'électrification en Afrique. Il allait leur rappeler ça. C'est-à-dire que c'est un discours brillant et fort de sagesse. Il continue à dire, et dans sa fin, il dit, je vous souhaite bonne chance pour le succès de vos travaux. Il est allé à une rencontre. Mais lui-même, il vous fait comprendre que ce que vous êtes en train de faire là, vraiment, ça ne nous concerne pas. Il leur souhaite bonne chance, que leurs travaux, c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Nous, on n'est pas dedans. C'est un chef d'État qui le dit. Ça m'amène aujourd'hui à comprendre que, quelque part, nos chefs d'État sont en train de comprendre les enjeux du monde. Parce que pour défendre ses intérêts, il faut comprendre les enjeux du monde, très cher ami Wafo. Et les enjeux du monde tournent autour de 3 ou 4 choses. Permettez que je développe en quelques minutes. Pour commencer, il faut dire que les Africains comprennent comment le monde fonctionne. Au niveau du monde, il y a ce qu'on appelle la pyramide. La pyramide du monde. Dans la pyramide du monde, vous avez 4 grandes échelles. 4 grandes échelles. L'échelle au sommet, c'est ce qu'on appelle les shadows.
Les shadows, ce sont les hommes de l'ombre. C'est-à-dire que vous ne les voyez, vous ne les verrez nulle part. Ils n'apparaissent nulle part. Leur nom n'apparaîtra jamais sur un journal. On ne les connaît pas. C'est une poignée de personnes, mais c'est eux qui commandent le monde. Ce sont les shadows, les hommes de l'ombre. En deçà des shadows, vous avez ce qu'on appelle les CEO, les Chief Executive Officers. Ce sont les patrons des grandes multinationales dont on nous vante à merveille, les Zuckerberg, les Jeff Bezos, les Elon Musk et bien d'autres choses. C'est des personnes à qui les shadows ont confié la manne financière pour employer le plus grand nombre de personnes et pouvoir les contrôler. En bas des CEO, vous avez ce qu'on appelle les directors. Les directors, ce sont les patrons des grandes instances internationales. Internationaux, autant pour moi. International, merci. Vous avez le secrétaire général des Nations Unies. Vous avez le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez le directeur du FMI, le président de la Banque mondiale. C'est eux les directeurs. Je vous donne la pyramide du monde. Et en bas justement de ces directeurs, vous avez nous. Et quand je parle de nous, nous en bas là, nous sommes encore une autre pyramide. C'est-à-dire que vous avez les chefs d'État, vous avez les gouvernements et vous avez nous le bas peuple. En réalité, ce que nos chefs d'État, ce que nos gouvernements décident en bas là, c'est une émanation de ce que les shadows veulent. C'est eux qui décident du prix du cacao, le prix du pétrole. C'est eux qui décident qui est président ou qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. C'est eux qui définissent comment on vit, c'est eux qui définissent comment on est, c'est eux qui définissent comment on meurt. Les chefs d'État ne sont que les exécutants de ce que les shadows. C'est le système mondial actuel. Donc, quand vous comprenez déjà ça, pour revenir aux différents enjeux du monde, qui tournaient principalement autour de 3 ou 4 choses que je vais détailler. La première, c'est l'énergie. On a vu Macron arriver au Cameroun. On se posait la question, d'ailleurs j'ai rédigé un article qui démontrait à suffit que la première raison pour laquelle Macron était arrivé au Cameroun, c'était la question énergétique. Vous comprenez? Le Cameroun, à l'heure où je vous parle, a des réserves prouvées de gaz de 170 milliards de mètres cubes pour un potentiel de 570 milliards de mètres cubes. C'est immense. Immense. En 2019, l'Union européenne lance le projet de construction de pratiquement 200 méthaniers qui devront être livrés en 2023. Ce qui nous souhaite d'abord comprendre, le gaz à l'échelle internationale se transporte de 2 façons. Soit par gazoduc, soit par des méthaniers. On sait très bien qu'aujourd'hui, les gazoducs qui proviennent de la Russie pour alimenter le marché européen ont été bombardés par les renseignements occidentaux et américains. Donc, c'est basta. Donc, le seul moyen justement pour approvisionner l'Europe en gaz, c'est pas des méthaniers. Et l'Union européenne avait lancé un vaste chantier de construction de méthaniers, pratiquement 200 en 2019, qui devront être livrés en 2023. Une fois 2023 arrivé, les méthaniers doivent être mis en circulation. Or, il faut bien remplir ces méthaniers-là. Parce que ces méthaniers-là doivent justement aller chercher le GNL, c'est-à-dire le gaz naturel liquéfié, à l'échelle internationale, pour alimenter l'industrie occidentale. Or, quand on sait très bien qu'aujourd'hui, la Chine a dit, niet, la Chine a dit que son gaz naturel liquéfié ne sorte plus pour l'Europe, pour obliger justement les entreprises européennes à venir s'installer en Chine. C'est de bonne guerre. Où est-ce que l'Europe ira chercher son gaz naturel liquéfié? En Afrique. C'était ça qui justifiait la présence d'Emmanuel Macron au Cameroun. Les raisons énergétiques. La deuxième, la défense stratégique. Pendant longtemps, on nous a vanté, et ça c'est la propagande américaine. Pour avoir une armée forte, il faut avoir 600 milliards de dollars, il faut avoir 100 milliards de dollars. D'ailleurs, même le budget de la défense américaine pour les années qui adviennent, on est en l'ordre de 680 milliards de dollars. Et justement pour acheter des armes chez eux. Mais il y a quelque chose que les Africains n'ont pas vu. C'est que, moi je ne suis pas pro-russe, hein, mais je défends ce qui est clair. Et moi, mon souci, c'est mon continent. La Russie a démontré quelque chose de merveilleux à la face du monde. C'est que voilà un pays dont le budget de la défense, c'est 15 fois moins que celui des États-Unis. J'ai dit 15 fois en deçà que celui des États-Unis, montre aux yeux du monde qu'à elle seule, elle est capable de mener la guerre contre tout l'Occident. Parce que c'est tout l'Occident qui est en guerre en Ukraine aujourd'hui. Effectivement. Et les experts américains s'accordent sur un principe. C'est que la Fédération de Russie a entre 10 et 15 années d'avance dans le développement des armes stratégiques, principalement les armes hypersoniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie démontre aux yeux du monde que pour avoir une armée forte, vous n'avez pas besoin de beaucoup de capitaux et de dollars. Vous avez besoin d'une intelligence stratégique. C'est le cerveau qui fait la défense. C'est ici, c'est dans la tête. On a simplement besoin de patriotes, de penseurs, des gens qui sont capables de mettre le fruit de leur connaissance au service de la patrie. On va mettre sur pied une armée forte. La défense stratégique. La troisième des choses, c'est la mondialisation. Vous savez, la mondialisation, c'est le moyen le plus facile pour les Occidentaux de faire de l'Afrique le creuset des matières premières pour alimenter l'industrie occidentale.
Parce qu'avec la mondialisation, on vous démontre que le monde est un village planétaire. Vous comprenez un peu? On vous démontre que, en réalité, dans l'économie de libre marché, si moi j'ai l'argent de venir prendre tout l'or, le pétrole, le diamant, la bauxite du Cameroun, vous me vendez. Et parfois même, on n'est jamais, parce qu'on n'intervient dans rien dans le commerce international. Puisque dans le commerce international, ce sont les devises. Ce n'est pas le franc CFA. Le franc CFA ne compte pas. Ça veut dire que même dans le cadre des échanges, ce n'est pas avec le Cameroun, ce n'est pas avec l'Afrique francophone que ces puissances-là commercent, c'est avec la France. Donc, la mondialisation, c'est un système savamment pensé pour dépouiller l'Afrique de ses matières premières et alimenter l'industrie occidentale. Et enfin, la dignité humaine, le quatrième enjeu. Et quand je parle de la dignité humaine, je vais aller plus loin. La survie de l'humanité. Et je vais vous dire pourquoi. Selon l'OMS, la population mondiale excède de 90%. C'est l'OMS qui le dit, ce n'est pas Kenya. C'est l'OMS. La population mondiale excède de 90%. Donc, il faut le venir à 10%. Voilà. Donc, le dernier, pour ceux qui n'ont pas vu Fanny, la dernière rencontre du COP21 qui a eu lieu à Paris. Vous vous souvenez? Le COP21 qui a eu lieu à Paris. Dans l'une des résolutions du COP21, allez le lire, vous allez voir, comme moyen pour réduire le réchauffement climatique, on parle de la réduction de la population mondiale. Il faut réduire. C'est le COP21 qui le dit, hein. Il faut réduire la population mondiale. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que, juste après le COP21, le sommet de Davos qui a suivi, on a instauré le pass sanitaire. On a instauré le pass sanitaire. Pour comprendre donc ce qui est en train de se passer, vous avez David Icke, qui est un chercheur américain. On l'a attribué plusieurs casquettes, comme celui de complotiste et autres, qui démontre à suffire que il y a le gouvernement américain. Le gouvernement américain travaille depuis bien des années à réduire la population mondiale. C'est un Américain qui le dit, David Icke. En utilisant quoi? En mettant des produits toxiques ou alors dans les additifs alimentaires. Dans tout ce que nous consommons. C'est-à-dire que, en réalité, tout ce que nous consommons et mangeons aujourd'hui sont toxiques et c'est bien pensé. C'est David Icke qui le dit. C'est un Américain. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. D'ailleurs, le repas le plus toxique à l'heure où je vous parle et le plus vendu, ce sont les boissons Coca-Cola avec hamburger. Ce sont les repas les plus toxiques, mais c'est le plus consommé aux États-Unis. Mais ce sont les plus toxiques. Le hamburger avec le Coca-Cola, la marque Coca-Cola. C'est pas le beignet haricot bouillant en tout cas. Non, c'est le repas le plus... C'est ce que j'ai mangé le matin. Vous voyez, c'est le plus sain. Faut pas entrer dans ça. Nous, on est habitués. J'ai déjeuné avec le beignet haricot le matin chez la maman qui est à côté. Donc, il faut laisser ça. Non, je disais tantôt que c'est David Icke qui nous démontre à suffire ce que son gouvernement est en train de faire pour le monde. Savoir réduire la population mondiale à travers les additifs alimentaires. On est toxique ce que nous mangeons. Et pourtant, dans nos supermarchés, vous verrez que c'est ça que les Africains se plaisent à aller chercher. J'ai pris du Coca-Cola, j'ai pris du Pepsi, j'ai pris un hamburger. Mais vous vous tuez, monsieur. À côté de David Icke, vous avez un ancien agent de la CIA, du renseignement américain, il s'appelle Alex Jones. Allez lire. Alex Jones dit que le gouvernement américain, sous l'égide de l'ONU et de l'OMS, travaille à réduire la population mondiale. C'est un patron du renseignement qui le dit. Alex Jones, allez lire. Ici, sous l'égide des Nations Unies et de l'OMS. Et pour conclure, vous avez un très brillant médecin qui s'appelle le docteur Rima Lebo, qui a soigné bon nombre d'officiels américains, qui actuellement est en exil, qui a démontré et qui démontre pendant des années que depuis 1974, l'OMS travaille à la fabrication, à la mise en place d'un vaccin qui va réduire la stérilité définitive chez les êtres humains. C'est le docteur Rima Lebo qui le dit. Je la cite, allez lire. Donc voilà des gens qui travaillent à deux choses. Quand je parlais de la dignité et de la survie de l'humanité. La première, c'est digitaliser l'homme. C'est pourquoi vous verrez une fondation comme la fondation Bill et Melinda Gates, qui est l'une des fondations les plus riches au monde, partager des millions de dollars à tout ce que vous avez comme média à l'échelle internationale. Allez voir un rapport même de la CIA sur ça. Bill et Melinda Gates, qui ont partagé des millions de dollars à LCI, TF1, CNN, BBC, tous les médias là que vous suivez. Il y a même une enquête, d'ailleurs, il y a une pétition des Américains à l'encontre de ce que on interdise à la fondation Bill et Melinda Gates ce qu'ils sont en train de prévoir pour le monde, à savoir digitaliser le monde. Ce qu'ils ont appelé les passes sanitaires là. On voulait numériser la santé des hommes à travers le monde. On veut digitaliser l'homme, on veut rendre l'homme un robot. Et la dernière enfin, derrière ça, pour sortir,
c'est fini avec la race humaine et principalement la race noire. C'est fini avec la race humaine et principalement la race noire. Vous vous souvenez encore du docteur de la mort en Afrique du Sud? Effectivement. Donc à nous, donc, à nous de prendre conscience. Et c'est là où je salue la sortie de mon président, parce qu'il démontre clairement à travers son discours qu'il connaît les enjeux. Et les enjeux ne sont pas à Washington, les enjeux sont en Afrique. Vous verrez que dans son discours, nulle part il leur a dit qu'il remercie quelque chose. Il leur a dit que les capitaux, la création d'un marché de capitaux en Afrique. Ouais. En Afrique, il n'a pas dit l'Europe, il n'a pas dit les États-Unis, en Afrique. Et il finit en disant, je vous laisse dans la suite le succès pour vos travaux. Vraiment, très cher chef d'État, la solution au problème africain, c'est en Afrique. Ce n'est même pas la sorcellerie. Parce que le jour où nos chefs d'État vont se mettre ensemble pour créer les États-Unis d'Afrique, de peur de dire que l'Afrique deviendra la première puissance économique, l'Afrique sera directement le lendemain deuxième puissance du monde. Dans tous les éléments que vous voulez. Je dis dans tous les éléments que vous voulez. Et le président termine en leur parlant de la ressource humaine sur le continent. Vous avez vu comme il vante le potentiel humain. Effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un peu moins de 10 ou 15 ans, l'Afrique sera la première démographie à l'échelle internationale. Vous pensez qu'une main d'œuvre comme celle-là, on ne peut pas développer quoi? C'est eux qui veulent nous mentir que l'Afrique, la population et autres seraient... Non, c'est faux. L'un des éléments fondamentaux qui sous-tendent l'économie d'un pays, le développement économique d'un pays, c'est sa démographie. Et comment vous voulez nous expliquer que avec une démographie comme ce que nous avons en Afrique, il nous est incapable de nous développer? Donc véritablement, je salue la sortie du chef d'État camerounais et j'en appelle également à ses collaborateurs de se placer au-delà de leur petit réseau et de penser l'Afrique et de penser le Cameroun, de nature à comprendre, à prendre des actes, à décider sous le prisme de ces enjeux qui s'obligent au Cameroun et au reste du monde. Merci à vous, Charlie Kenyé. On va une fois de plus aller du côté de la réalisation pour renvoyer l'antenne du côté de Moscou, parce qu'il faut dire que la télévision panafricaine Afrique Média a été donc invitée à Moscou au même moment où se tenait le sommet États-Unis-Afrique. Deux invitations ont été envoyées. L'invitation de Washington a été déclinée par la télévision panafricaine. Nos journalistes sont donc du côté de Moscou. On va envoyer l'antenne pour retrouver Aboubakar Siddiq qui est à Moscou avec Louis Bitbang qui fait le récap de ce qui se passe, qui se vit, comment vit la Russie malgré tout ce qui se dit du côté de l'Occident. On va à Moscou retrouver Aboubakar Siddiq avant de revenir sur le plateau pour sortir du débat. Bonsoir à vous sur le plateau et merci de nous envoyer l'antenne ici à Moscou où la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média toujours au cœur de l'actualité, partout où l'histoire s'écrit à travers le monde, a déposé ses valises pour toucher du doigt les réalités de la Russie aujourd'hui. Une Russie qui ne cesse de devenir une fascination, l'objet même d'une très grande curiosité avec tout ce qu'elle vit en ce moment. Une Russie pratiquement portée en triomphe dans beaucoup de pays africains. Une Russie qui avance sereinement dans le domaine de la coopération avec l'Afrique, gagnant le cœur des Africains et de plus en plus réclamée un peu partout au point de susciter même la peur des autres pays influents dans le monde. Si pour Washington, c'est une grande opération qui vient de mener un sommet qui présente comme un succès avec à la manette le déplacement de nombreux chefs d'État africains, beaucoup de discours prononcés de part et d'autre et bien sûr des nouvelles promesses pour le continent avec par exemple 55 milliards de dollars américains pour 3 ans pour aider le continent africain. Une occasion que les États-Unis ont saisi pour tenter de contrecarrer l'avancée de la Russie en Afrique. Eh bien, ici en Russie, ce sommet ne semble pas avoir été un véritable sujet de préoccupation ou un événement digne d'intérêt ou de commentaire quelconque, nous a confié une source très introduite, ce qui se confirme d'ailleurs quand on discute avec beaucoup de gens ici, notamment ceux qui connaissent bien le continent africain, ses réelles potentialités, la montée en puissance ou le grand réveil qui s'y observe un peu partout.
Sans oublier bien sûr l'état des relations entre la Russie et l'Afrique. Eh bien, pour beaucoup d'observateurs ici en Russie, ce sommet entre les États-Unis et l'Afrique ne vient que confronter la Russie dans sa longueur d'avance prise en Afrique. Confronter bien sûr Moscou dans ses choix, dans sa vision et sa grande compréhension du continent africain depuis la nuit du temps. Un continent à respecter, un continent qui tient entre ses mains l'avenir du monde aujourd'hui. Un continent avec qui il faut compter, car capable de changer le cours de l'histoire. C'est donc une Russie qui reste très égale à elle-même et surtout confiante, concentrée plutôt sur le second grand rendez-vous qu'elle prépare avec le continent africain, le deuxième sommet Russie-Afrique qui a lieu au cours de l'année 2023 qui frappe déjà à la porte. Une Russie convaincue encore plus que jamais qu'elle a toujours su se positionner dans le bon côté de l'histoire, dans le sens positif de relations avec le continent africain, au point de faire trembler aujourd'hui, au point de se faire imiter ou même être contrecarré à tout prix par ses gants chaque jour du terrain sur le continent africain, parce qu'elle est réclamée de plus en plus par des populations dans de nombreux pays comme le partenaire gagnant, comme la carte gagnant pour le continent. Toutes les analyses sérieuses le confirment et l'histoire témoigne. La Russie a plutôt accompagné les peuples africains dans toutes les phases de la quête de leur souveraineté, une marche qui continue. Ce qui fait d'ailleurs la grande différence et on peut comprendre pourquoi de nombreux pays africains entretiennent aujourd'hui avec la Russie des relations solides, multiformes et très durables avec Moscou et entendre aller de l'avant malgré la campagne anti-russe en quelque sorte que mènent certaines puissances. Eh bien, c'est pour dire que le sommet de Washington est passé presque inaperçu d'ici. Très peu de médias russes en ont même parlé et le sujet n'a même pas beaucoup intéressé les officiels. Ce que nous a d'ailleurs confirmé un journaliste russe avec qui nous avons énormément échangé. Merci donc à Boubacar Siddiq Mounchili et Louis Big Bang. Retour sur le plateau avec vous, Bertrand Tatsinda, avec donc cette question centrale. Joe Biden réussira-t-il vraiment à imposer le retour diplomatique des États-Unis sur le continent? Parce qu'il faut dire que certains chefs d'État, tels que le chef de l'État camerounais, dans la subtilité, parviennent à contourner certaines astuces, certains pièges que tendent les Occidentaux, mais il y a toujours certains qui sont en quelque sorte des valets qui acceptent volontairement de se soumettre au diktat américain. S'il faut faire la balance, est-ce que d'après vous, les États-Unis peuvent réussir le pari qu'ils sont en train de se fixer? Ben, est-ce qu'il y a eu un sommet? Il y a eu un sommet? Je suis sérieux. Vous savez, à défaut d'avoir les capacités de défendre son continent, pour certains chefs d'État africains, il faut nous laisser avoir un peu d'honneur et de dignité. Il faut nous laisser avoir un peu d'honneur et de dignité. Le président camerounais là-bas pouvait aussi s'exprimer en direction de sa classe politique et dire « je suis encore chef d'État ». Vous savez, moi j'ai souvent dit, quand il nous avait dit face à M. Macron, faites la soustraction de 7-3. Je ne suis pas convaincu qu'il s'adressait forcément à la délégation française. Je ne suis pas, moi j'ai toujours dit que, qu'est-ce qu'il a à foutre de M. Macron, le président Biya? Macron c'est qui? Son fils aîné est l'aîné de M. Macron. En 62, il était déjà acteur principal de la vie politique du Cameroun. 1962, les parents de M. Macron rêvaient même pas se rencontrer. Il était déjà homme politique de premier plan en Afrique. Qu'est-ce qu'il s'en fout? C'était après le développement du président Bandakani. C'était à la classe politique. Vous n'avez pas vu, après la CRTV a montré la classe politique camerounaise et certains visages. Donc quand il expliquait cette soustraction-là, donc même ce déplacement là-bas, c'est dit, oh oh, je suis chef d'État. Je suis encore chef d'État. Parce qu'on nous a annoncé qu'il est mort. C'est-à-dire, pas qu'il est mort physiquement, mais voilà, mais qu'il est mort politiquement, qu'il est mort, qu'il ne marche même plus. C'est-à-dire que les rumeurs, et même, je vais même plus loin. La télévision nationale et les images du président de la République, nous questionnent certaines images du président de la République qui fuitent. Tout à fait. On questionne ça, la fameuse CRTV. La question de ça. Malheur à ceux
sur lui, aux intérêts qui vont vouloir humilier le président de la République. Vous savez, quand nous on parle comme ça, les sorciers nous comprennent. On est sur un plateau de télévision responsable. Les histoires sérieuses du Cameroun, même en coulisses, on les met pas sur la table n'importe. Mais quand on parle comme ça, on le comprend. Donc, il n'y avait pas... Biden peut faire quel sommet? Voilà un monsieur, 45% d'Américains expliquent que c'est un bandit, il a volé l'élection. Il fait quel sommet? Vous faites un sommet quand vous êtes légitime, quand vous avez quoi donner, quand vous avez même une posture de pouvoir faire un... Quel sommet? À cette histoire que vous appelez sommet, je viens Tshisekedi. Il va se battre pour avoir une rencontre bilatérale avec Biden. Vous savez ce que Biden va faire? Biden va lui envoyer rencontrer M. Anthony Blinken. Je rappelle que M. Anthony Blinken était dans la région des Grands Lacs. Il a rencontré M. Tshisekedi, il a rencontré M. Kagame. Vous savez ce que M. Kagame lui a dit? M. Kagame lui a dit que je soutiens le M23. Et alors, d'abord, occupez-vous des affaires américaines. Je soutiens le M23. Dans son pays, il s'y trouve mes génocidaires. Quand M. Tshisekedi prend son vol pour aller chez Biden, il ne sait pas que le patron du M23, c'est M. Biden. Non, vraiment. Un véritable balai d'avion présidentiel sur la base militaire. Va poser des problèmes, mais vraiment, qui sont à 180 degrés des besoins des Africains. Un des problèmes. Je veux me battre pour que vous intégrez une place dans le G20. Est-ce que c'est sérieux? C'est-à-dire des présidents africains vont voir le patron hyper hiérarchique de leur rébellion. Ils disent, moi, ça c'est. Et lui, il explique que je veux me battre pour que vous rentrez dans le G20. Je rappelle que le G20 s'est mis en place par opposition au G7. C'est-à-dire que les nouveaux pays émergents ont expliqué aux pays du G7 que vous êtes ancienne puissance esclavagiste. Vous n'incarnez plus l'avenir de l'économie. Vous n'influencez plus l'économie. Aujourd'hui, la croissance mondiale, c'est nous. En termes de consommation, en termes d'investissement et même en termes de recherche nouvelle. Et pour ça, ils ont créé donc ce qu'on appelle un cadre informel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, on se rencontre, bla, photo de famille, on rentre. Il n'y a rien de formel dans ce qu'on appelle le G20. Mais, un pôle de lobbying où M. Poutine peut rencontrer Xi Jinping et le président indien dans une chambre et dit que voilà notre opposition quand on sera dans la salle. La preuve est que vous voyez les grands pays des BRICS, c'est-à-dire les BRICS là, les ténors des BRICS, ils sont dans le G20. C'est eux, en fait, les patrons du G20. Les monsieur Biden, leurs histoires, c'est un G7 où ils rencontrent monsieur Macron et tout cela. Et donc, rien n'en sort. Ils n'arrivent plus à s'imposer sur aucune crise internationale. La crise est syrienne. Le G7 a pu intervenir, ils ont réglé rien. La crise djihadiste dans le Sahel, le G7 a apporté une solution, mais rien. L'opération spéciale militaire en Ukraine, à part blablabla sur les plateaux de télévision, rien. Que vaut le G7? Rien. Voilà le patron donc de ce G7 qui rassemble les Africains. Et puis dit qu'il fait le sommet. Autre annonce, 55 milliards de promesses sur 3 ans. Vraiment. Merci d'insister sur promesses. Monsieur Wafo, moi je suis de prendre de plus jamais venir. D'ailleurs, j'ai expliqué que moi, monsieur Tatsinda, je ne viendrai plus jamais sur un plateau de télévision faire une analyse politique d'un sommet France-Afrique. Moi, je dis moi, je ne parle pas de vous. Moi, je ne viendrai plus jamais. Quelqu'un de sérieux s'assoit sur un plateau de télévision et fait une analyse politique d'un sommet France-Afrique, de monsieur Macron, président, de monsieur Macron et de l'Afrique. Quelqu'un de sérieux, qu'est-ce que tu vas dire? Que non, vraiment, il en est sorti. D'ailleurs, le dernier sommet, c'était Achille Bembe, c'est-à-dire, monsieur Macron, vous sortez le rapport de l'analyse de que monsieur Achille Bembe lui a donné pour une nouvelle partenariat, une nouvelle vision d'action sur l'Afrique. C'est-à-dire qu'une conférence de Berlin, mais cette fois-ci, ça sera la conférence de Berlin agrippée aux matières premières africaines avec une forme de partage et voir dans quelle mesure, comme la France n'a plus les ressorts politiques, géopolitiques et militaires, on associe un peu Washington et l'Union européenne dans cette histoire. Et on met de côté ce qu'eux appellent les dictateurs et on voit ce qu'on appelle la nouvelle classe politique et ce qu'on appelle les organisations non gouvernementales. Une idiotie, vous comprenez, quand je parle comme ça, ce n'est pas la sorcellerie. Pour venir encore devant le patriarche à Yaoundé. Vraiment, vous aviez vu combien il était doux. Pour aller rencontrer M. Tebboune. M. Tebboune, c'est un démocrate. À s'agenouiller devant M. Tebboune. Vraiment, M. Tebboune, vraiment, vous êtes un beau monsieur, vous êtes sérieux. Pour aller rencontrer ce qu'ils appellent les pires dictatures. Mais
Mais quand il est à Paris avec son Achille Bembe, vous demandez à quelqu'un de venir sur un plateau de télévision faire une analyse d'un sommet français. Je ne le ferai plus jamais. De suite, les 55 milliards. Le président Biya, lui, il est allé au sommet. Il dit deux choses importantes. Il parle plutôt aux Africains. Aussi, après l'analyse brillante de M. Kenny, il s'adresse aussi aux Africains. Et dit qu'un panafricaniste de premier plan nous a laissé 3 institutions à mettre sur pied. Le Fonds monétaire africain, la Banque centrale africaine, la Banque d'investissement africaine. C'est ce que le président Biya dit. Il dit que les prêts concessionnels, ça vaut rien, ça n'apporte nulle part. Donc, dans la sorcellerie de Biden, le président Biya parle aux Africains et dit qu'on fait quoi ici, alors que nous avons des instruments d'aller chez nous, mettre ça sur pied et générer les flux pour développer l'Afrique. Il y a 2 solutions pour développer l'Afrique. Et vous verrez encore les mêmes Tshisekedi, les Kagame, cette balle, les Ouattara, celui du Niger là. Mohamed Bazoum. Celui du Sénégal. Macky Sall. Vous le verrez bientôt, sommet Afrique-Canada. Ils aiment se promener. J'ai vu M. Macky Sall à Washington, il est content, il rit. Vraiment, on est venu ici, vraiment, un nouveau partenariat avec les États. C'est-à-dire, M. Macky Sall a l'impression qu'on découvre l'Afrique et on découvre le Sénégal. Un nouveau partenariat, il bavarde, comme il veut un 3e mandat. Il doit le dire, puis il se balade. Est-ce que c'était sérieux ça? La promesse, c'est 55 milliards sur 3 ans. La Chine est à 350 milliards de flux financiers. La Russie est déjà à 20 milliards. Poutine veut le doubler. Et dit que allons à 50 milliards. Ainsi de suite. C'est-à-dire, Poutine fait les choses relativement concrètes. Quand Xi Jinping rencontre les Africains, il y a 60 milliards de dollars sur la table. Mais comme nous les Africains, nous n'étudions pas nos dossiers avant d'aller dans les sommets. On se balade là, on y va. On étudie quel dossier? Il y avait une convergence d'esprit en Afrique, de la position africaine avant d'aller s'asseoir devant M. Biden. Est-ce qu'il y a une véritable préparation du sommet? Chacun y est parti. Il y a même un qui est rentré avec 3 milliards, avec un demi-milliard de dollars pour son système de santé. Vous voyez en quoi on en est réduit? Or, dans la position de M. Biden, c'est jérémiade. Moi, je vois même les déshydratats de l'Union européenne qui a plus les moyens de parler et va s'agenouiller derrière le grand frère américain et dit que vraiment, toi encore, tu as ta petite puissance militaire et ta force diplomatique. Essaie de voir comment tu peux parler aux Africains. Moi, je vois les déshydratats de la France. C'est-à-dire, quand M. Biden vous fait les 55 milliards de promesses sur 3 ans, ça, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui passe se cacher derrière Biden. Donc, est-ce que l'Afrique a besoin de rencontrer quelqu'un pour ce genre de promesses? C'est pour ça que je dis que, même en Amérique du Sud, quand le président Biden rencontre les présidents d'Amérique du Sud, il n'y a pas ça, hein? Il n'y a jamais les promesses de dons d'argent sur un certain nombre d'années. Mais nous sommes une véritable... Nous nous amusons devant quelqu'un qui n'a rien à donner. Les États-Unis parlent d'un siège de l'Afrique au Conseil de sécurité. Voilà les histoires de Macron. M. Biden, voilà les histoires de Macron, où l'Union européenne dit à M. Biden que essaye de faire, ils aiment beaucoup ça, les Africains. Ils veulent qu'on leur promette un siège au Conseil. Et comme ça, nous, on va voir comment, à partir de là, on peut rentrer dans des négociations, comme M. Kenny a dit, de pouvoir rentrer dans les ressources énergétiques africaines. Je vous ai toujours dit ici qu'il y a $8 d'économie quand un tanker américain prend un baril de pétrole sur ce qu'on appelle la côte du golfe de Guinée directement pour les côtes américaines. $8 par baril de pétrole. Ça intéresse les assurances parce que le tanker part des côtes du golfe de Guinée dans les États-Unis sans traverser un champ de conflit et un champ potentiel dangereux. Contrairement au pétrole d'Arabie où vous passez par le golfe d'Aden, extrêmement conflictogène, vous venez passer en dessous de la Méditerranée et vous atteignez les côtes américaines. Dont les spécialistes, les majors pétrolières, c'est-à-dire ceux qui font des présidents des États-Unis, expliquent que mais cette histoire de golfe de Guinée, des gens qui sont là-bas, mais restructurons cette affaire. Mettons les rébellions là-dedans, chassons un certain, mettons les coups d'État, mettons à feu et à sang. Nous, on a des réserves pétrolières à tirer de cette affaire. Monsieur Kenny vous donne un chiffre sur le gaz, sur le gaz camerounais. Je rappelle que sur la quasi-totalité des côtes camerounaises, les explorations n'ont pas dépassé plus de 30%. En termes d'exploration pour le potentiel pétrolier du Cameroun.
Le président, lors de sa campagne, l'a dit à l'extrême nord, que même au niveau de l'extrême nord là-bas, dans la région du lac Tchad, mais c'est une zone pétrolière. Et vous croyez que Washington est... Et vous voyez, on vient vous bandit. Donc pour tout ça, vous devrez vendre tout ça pour 55 milliards de dollars de prêts sur 3 ans, de promesses. Quand on divise 55 par 3, ça fait à peu près une vingtaine de milliards de dollars par an. Ça ne vous construit même pas une autoroute. C'est moins de 20 dollars. C'est moins de 20 millions. C'est-à-dire, ça doit être l'autoroute. Oui, Charlie, vas-y, petit frère. J'ai calculé ça, c'est 55 milliards de dollars pour 49 pays. Ça veut dire que vous prenez d'abord 55 milliards de dollars, vous divisez par 3. Par 3, non, c'est 49 pays qu'ils ont, parce que ce sont les États-Unis qui ont choisi. Ils ont choisi les pays. Il y a des pays qui sont exclus. Ils ont choisi 49 pays. Donc on prend 55 milliards, on divise par 3. Par 3. Pour faire les 3 ans, parce que c'est sur 3 ans. Donc vous divisez déjà par 3 pour voir l'enveloppe qu'ils donnent par an. Et par an, ça fait 18 milliards de dollars qu'ils remettent à toute l'Afrique, à 49 pays par an. Et sur les 18 milliards maintenant, si vous divisez par 49, ça fait sensiblement un peu plus de 235 millions de dollars par pays. Donc vous comprenez que non seulement ils font une annonce comme ça pompeuse, ils ne disent pas la provenance des fonds. C'est un peu comme ce que Macron nous parlait avec le Fonds pour la démocratie avec l'Union européenne. Parce que sur le terrain, on ne voit pas ce qui se passe. D'ailleurs, on ne connaît même pas la provenance des fonds. Mais de deux, on ne vous donne pas la répartition. En réalité, ça démontre quoi? Ça démontre que nous ne sommes pas dans la logique de véritablement faire ce qu'on dit. C'est un effet d'annonce. Et l'effet d'annonce se traduit deux choses. La première, c'est que soit ils n'ont aucun respect pour vous, soit ils ne croient même pas au sommet qu'ils ont organisé. C'est pour ça donc que le président Biadon, avec ça, dit aux Africains que mais les prêts concessionnels et mon petit frère Charlie ne va pas loin. C'est conditionné à ce qu'ils appellent les pratiques LGBT, exactement, la gouvernance, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, avec un certain nombre de préemptions sur vos matières premières, les niaiseries et les conneries là. Et le président Biya de dire que non, voilà les indicateurs que nous avons. Nous avons le Fonds monétaire africain, la Banque centrale africaine. Allons mettre ça sur pied. Générons nous-mêmes des flux d'argent. On ne peut pas fabriquer l'argent en Afrique qui développe l'Afrique. Président, c'est toi qui me dis toujours que le dollar c'est le papier, Bertrand, c'est du chiffon, ça vaut rien. C'est toi, tu me répètes dès que je te dis, bon, je viens du Bertrand, vraiment le dollar. Toi, tu parles de quel dollar, c'est le papier. Mais nous-mêmes, mais voilà, c'est pour ça. Vraiment, je ne vous en veux pas. On vient commenter ces sommets, mais à la fin, vous n'êtes pas souriant, vous ne riez pas, on rit tous, vraiment, on rit. Non, à la limite, c'est risible. Mais, moi, j'ai suivi les télévisions de RDC, au Sénégal. M. Macky Sall a obtenu vraiment Biden, l'Afrique, et puis les commentateurs, des agrégés en économie expliquaient que vraiment, voilà, c'est reparti. Je vais plus loin. Le nouveau président américain, là, dans 2 ans, nous souhaitons que les républicains reviennent avec Trump. Ça les engage. Les niaiseries de Biden, là, les 57 s'engagent. C'est-à-dire que même la promesse, là, petit frère Charlie, dans 2 ans, là, Biden, là, on va les chasser. Le nouveau qui vient, ça l'engage. Barack Obama avait fait le sommet, en 2014. En 2014. S'engager son ami Biden, parce que c'est Barack Obama même qui parle dans Biden, c'est le ventriloque de Barack Obama. C'est Barack Obama qui parle, c'est lui le président là. Donc, vous voyez, vraiment, on vient commenter, ça vaut rien. La vision de l'Afrique, l'émergence de l'Afrique, passe par nous ici en Afrique, de pouvoir d'abord régler nos problèmes et nos crises. Quel est ce continent qui ne peut pas asseoir M. Tshisekedi et M. Kagame? Il n'y a pas d'autorité, l'autorité africaine. Des enfants africains ne peuvent pas constituer ce qu'on appelle une armée d'élite de mise en sécurité de l'Afrique, financée par l'Afrique. Les mécanismes peuvent être trouvés. On peut gager des pourcentages sur les matières premières. On peut. Ceux qui sont chargés de pouvoir réfléchir sur les questions financières et les flux financiers peuvent trouver de pouvoir financer. C'est ça que donc, pour moi, le discours du président Biya s'adressant aux Africains, lui, il s'en fout de M. Biden. Qu'est-ce qu'il attend de M. Biden? Qu'est-ce qu'il attend de M. Biden? Donc, et ça continue dans ces histoires de sommet où l'Afrique donne l'impression un peu de cette petite prostitution où on se balade. Vous aurez même Portugal, Afrique, sommet. Et on vient commenter un pays où la quasi-totalité des forces vives immigrent en Angola et au Mozambique pour chercher du travail dans un pays comme le Portugal. Pareil pour l'Italie du Sud. Je ne parle pas du chaos qui se trouve en France. Donc, nous avons regardé cette chose-là de très loin. Je ne vous cache pas, j'ai regardé
Partout où il y a le président de la République, je suis. Il a la parole rare. Donc, quand il parle, le président, moi j'en tire quelque chose. Une fois que le président parlait, les conneries, les rencontres bilatérales, les maquis, je n'ai plus suivi. C'est rien du tout. Ça ne vaut rien. Par contre, mais avec la Chine, avec la Russie, nous avons par contre quelque chose à bâtir. C'est du concret. Parce qu'on peut bâtir un partenariat stratégique d'abord de défense. De dire que le continent, si. Il n'y aura plus jamais de B-52 américains qui vont bombarder le continent. Bon, les Africains qui étaient avec Biden, ils ont dit à Biden que, mais vraiment, grand frère, qui avait détruit la Libye là, est-ce qu'un jour encore les États-Unis mettront une bombe en Afrique pour détruire un pays? Voilà les problématiques. Monsieur Tshisekedi a lutté. Il était à côté de Biden. Il a l'impression qu'il est grand, qu'il est grand, il est fort. Il est à côté de monsieur Biden. Mais il pleure son M23. Il était avec son ami Kagame. Ils sont là avant M. Biden, qui est le patron en chef de leur déstabilisation. Mais ils n'ont pas pu poser cette problématique. Je dis que sur les questions africaines, les problèmes de sécurité en Afrique. Par contre, subtilement, M. Biden a demandé à Blinken de rencontrer M. Abiy d'Éthiopie, de rencontrer Tshisekedi, de rencontrer... C'est-à-dire, partout l'Amérique met le feu. Partout l'Amérique met le feu. M. Biden a fait sous-traiter ça par M. Blinken. Rencontre-les, puis tu vois un peu les deals qu'on peut obtenir en fonction des intérêts des multinationales, des entreprises américaines. La politique américaine est forcément portée par des lobbies. Vous êtes un chef d'État, vous n'êtes rien. Vous ne représentez que Washington, comme ça, c'est-à-dire le drapeau américain. Ce sont les lobbying. Les big pharma, ce qu'on appelle les maîtres du monde. Tu as les noms, président, les Rothschild, toute cette bande-là et tout. D'ailleurs, on dit même que l'ONU, là, c'est sur le terrain de quelqu'un qui a dit que c'est mon terrain. Il peut même se lever demain et dire, voilà mon titre foncier, foutez le camp. Donc même le siège de l'ONU, là, il dégage. Quand on parle de Conseil de sécurité, en toute honnêteté, quelqu'un de sérieux croit en quoi? L'ONU existe encore. Monsieur Wafo, excusez-moi, pardon, je vous pose la petite question, la répondant. L'ONU, vous croyez, pour moi, oui, ça existe encore l'ONU. Je n'y crois plus. Mais personne n'y croit. Personne n'y croit plus à l'ONU. Même M. Macron dans son discours, même M. Sarkozy disait que vraiment, notre fanfaronnade dans les G7 là, les ONU là, l'OTAN même là qu'on croit qu'on est fort là, il faut réformer cette histoire là. On ne fait plus peur à personne, on ne peut plus résoudre aucune crise, ça ne vaut plus rien. Mais M. Sarkozy, il n'y a pas plus atlantiste que M. Sarkozy. C'est-à-dire, il était comme un petit enfant en joie quand il était devant M. Biden. Il jouissait d'être à côté de M. Biden. Mais il explique que vraiment, votre G7 là, où vous croyez que vous êtes fort, les 7 plus puissantes économies, quelle économie vous avez? La France, tu as une économie. Tes banlieues sont devenues des foires à la drogue et de misère et de pauvreté. Il faut reformer cette histoire. Et c'est dans cette histoire-là que vous avez les sous-préfets qui vont, chacun a son costume, il est content, il a sa télévision nationale, il montre vraiment, d'autres sont là, ils font la photo avec Biden, ils sont contents, Biden et tout. Non, vraiment, vous ne voulez pas résoudre les problèmes de l'Afrique, laissez les Africains avoir leur dignité. Laissez les Africains avoir leur dignité. Ça, on ne va plus accepter. Et comme le président Banda dit souvent, quelqu'un a les agissements qui fait qu'il ne représente pas un chef d'État. Il a des agissements qui ne sont pas ceux d'un chef. Je ne l'appelle plus chef d'État. Comme moi, je vais appeler chef d'État, c'est-à-dire celui qui a mis la posture d'un chef d'État. Mais quand vous avez un Ouattara, c'est un chef d'État. Oui, la déontologie va nous dire que dites que c'est un chef d'État. Bazoum est chef d'État. Bazoum là. Le président de la CEDEAO là, je ne sais pas, celui qui négocie une force anti-putsch là. Charlie Kenye, c'est un chef d'État. Non, c'est un chef d'État. Omar aussi, c'est quoi Mbalo? Oui, c'est un chef d'État. Il est président de la République de Guinée-Bissau. Ah, ça veut dire qu'il est chef d'État. Il est chef d'État. Il a été élu par le peuple. À combien de tours? Son élection, c'était de... Le même peuple qui a voulu renverser des actions 4 fois. Non, monsieur Wato, merci. Vous m'avez compris. On est en train de blaguer pour montrer les risibilités de l'Afrique. Merci à vous, Bertrand Tatinda. Eh bien, président Bandakani, sommet États-Unis-Afrique, non-événement pour vous également. Évidemment que c'était un non-événement. Mais on peut analyser ça en rapport avec les évolutions de la position, parlons comme ça, du leadership américain dans le monde. Il a essayé de donner un sens à un non-événement. Parce qu'un non-événement a toujours un sens. C'est-à-dire qu'un non-événement a un sens. C'est-à-dire que c'est le sens d'un non-événement. Un non-événement a un sens. Ce sens-là, c'est le sens d'un non-événement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, il faut comprendre que à la faveur des changements géopolitiques dans le monde, où
le déclassement américain est clair. Je suis allé tout à l'heure la convoquer. Déclassement militaire. Nous avons été les premiers à dire ici que les Américains, que la Russie est la première puissance militaire mondiale. Ça nous a coûté cher sur ce plateau. Il y a des gens même qui ont appelé pour, à l'époque, être moins aimable avec moi. Je vais rester pour lui. Pour ne pas dire m'insulter. Ils appelaient des États-Unis. Maintenant, ils n'appellent plus, tant mieux. Parce qu'il fallait qu'ils soient là maintenant pour regarder. On dit que la Russie, sur le plan militaire, avait déclassé les États-Unis. Et le conflit américain, il va reconfigurer totalement les rapports de force dans le monde entier. D'ailleurs, Biden lui-même l'a dit lors de ce sommet. C'est clair. Donc c'est pour ça que, n'est-ce pas, les États-Unis sont obligés de manier la carotte ou le bâton. Mais surtout de faire semblant de flatter les pays africains, de rapidement essayer de reprendre la main sur le continent. Évidemment, quelqu'un l'a dit avant moi, c'est Bertrand ou c'est pas... Hein. Et maintenant, les Français le comprennent. Ça les apprendra à mettre n'importe qui à la tête de leur pays. Ils ont mis un Français qui, de jour, mais la nuit, qui est un Américain. Donc, au détriment de la France et de l'Europe. Les Américains sont obligés de revenir, n'est-ce pas, jouer le rôle que l'Afrique avait délégué hier à la France. À la France. Sous-traité à la France et dans une certaine mesure à l'Europe. Et ils croient que ça va se passer comme ça parce qu'ils jouent sur la vieille culture esclavagiste coloniale qui en principe leur a donné une, parlons comme ça, des marges de manœuvre, soit dans le continent, avec des élites qui ne valent pas grand chose. Je pense que c'est un peu ça. C'est ça un peu le vote de Joe Biden. On essaye de bonifier le visage des États-Unis, de lancer un message à l'opinion publique africaine pour que les Américains les remplacent par la France dans ce qu'on appelle quoi, comme étant cible géopolitique de l'opinion publique africaine qui est travaillée depuis 10 ans par le panafricanisme. C'est là qu'il s'agit. Les rapports américains le disent clairement. Donc, les États-Unis doivent manœuvrer avec une opinion publique africaine qui est debout depuis 10 ans. Et ils savent que cette opinion publique africaine est redoutable. Très redoutable et qu'elle peut les créer des problèmes extraordinaires qu'une armée africaine ne pourrait même pas les causer. Ils le savent. Donc il faut gérer ça. C'est ce que Joe Biden essaie de faire en flattant les présidents, qu'il méprise d'ailleurs en passant, en flattant, bon, pas Joe Biden, il est sénile, l'administration américaine. En essayant de les flatter et en essayant de nous parler, en essayant de couper les pieds sur l'herbe sur les panafricanistes. Comment? Quand Joe Biden vient vous dire que les États-Unis vont être en première ligne pour que l'Afrique ait un sérieux Conseil de sécurité, depuis quand les Américains s'occupent des Africains? Pourquoi cela n'a jamais été leur souci? Pourquoi ça n'a jamais été un souci des États-Unis? C'est maintenant que les Américains se rendent compte que l'Afrique n'a pas un sérieux Conseil de sécurité. C'est aujourd'hui? Mais parce qu'ils sont allés recopier les discours de la diplomatie russe. La Russie demande ça depuis au moins 2 ou 3 ans aujourd'hui. Mais deuxièmement maintenant, c'est une injure parce que si ce n'est pas forcément vouloir couper l'herbe sur le pied des panafricanistes, mais c'est une insulte. Est-ce que l'Afrique a besoin d'un seul Conseil de sécurité? Moi, je vous ai demandé ici, quel est le pays qui parlera au nom de l'Afrique? Comment on fera pour coordonner ça? Dites-moi comment un pays va faire la prouesse de parler au nom de tous les pays africains au Conseil de sécurité. Comment est-ce qu'on va coordonner ça? Les présidents n'arrivent même pas à se parler pour avant d'aller à un sommet comme celui-ci. Comme celui-là. C'est quand il y aura quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est pour diviser l'Afrique et faire du désordre en Afrique. Quand M. Biden vous dit qu'on va amener l'Union africaine au G20, vous voyez pas qu'on est en train de se moquer de vous. Il est question de transformer l'Union africaine dans un super État pour justement déstabiliser tous les États africains. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous avons dit ici que le mercenaire qui est l'Union africaine, Fakim Mahamat, travaillait pour ça. C'est la condition pour qu'il devienne président du Tchad. On l'a dit ici. Les gens croient qu'on est en train de bavarder, qu'on a un problème personnel avec lui. Nous avons été de ceux ici qui se sont battus pour que ce truc-là soit à l'Union africaine. C'est nous ici. Mais la question est de savoir mais pourquoi nous avons changé de position le concernant. Parce que le mandat qu'on lui a donné là-bas, il a trahi ça. Arrivé là-bas, il allait préparer son arrivée au pouvoir au Tchad, en vendant le continent africain. Et maintenant, les gens commencent à voir avec les yeux ce que nous on dit de plus. Ce n'est pas de notre faute, sinon on est visionnaire. Est-ce qu'on va se suicider ici parce qu'on voit avant tout le monde ce qui va arriver? C'est le talent. Mais alors, on ne doit pas se prendre pour ça. Ça fait des années qu'on le dit ici. Maintenant, Joe Biden vient vous dire ouvertement ce qu'on préparait en coulisses. C'est quoi ça que l'Union africaine invite au G20? Pour faire quoi? L'Union africaine, là, c'est l'Union africaine de quoi? Et parlons de qui l'Union africaine? Ils ont le mandat de qui? Ça sert à quoi ce truc-là? C'est une organisation panafricaniste, hein?
l'Union africaine, avec son budget qui est financé par l'Union européenne. Donc vous voyez très bien les enjeux. Donc, il s'agit, pendant qu'en même temps qu'on prépare une force anti-putsch soi-disant, mais qui est une branche de l'OTAN, n'est-ce pas, pour complètement verrouiller le Sahel, et à défaut de le faire, d'installer le chaos dans la sous-région, Golfe de Guinée, Sahel, c'est ça qu'il s'agit, le chaos, et vous savez que la géopolitique du chaos est le cheval de Troie par excellence des États-Unis qui veulent pénétrer un endroit. Ils installent le chaos. La géopolitique du chaos, c'est le cheval de Troie par excellence. Donc, à défaut ils veulent installer le chaos pour revenir à une guerre froide de fait. Mais surtout, je vais vous dire, et suivez mon regard, ukrainiser les situations africaines. Je répète, ukrainiser. C'est quoi l'ukrainisation? Il faut bien comprendre. Vous voyez, en Ukraine, on sait très bien qu'on va gagner la guerre. Ils savent tout ce qu'ils peuvent faire la guerre contre la Russie. Ils savent tous. D'ailleurs, il y a 2 mois, le chef d'état-major de l'armée américaine l'a dit ouvertement, je dis clairement. Et écoutez la tendance ces derniers temps-ci. Mais pendant cette guerre d'Ukraine, qui s'est le plus enrichi? C'est pas les États-Unis? Effectivement. Au détriment de qui? L'Europe. Au détriment de l'Union européenne. Et de l'État voyou qu'on appelle la France. C'est pas si vous comprenez. Donc vous voyez très bien que je dis que le phénomène de l'ukrainisation est un des moyens par lesquels les États-Unis essayent de maintenir l'artificialité de leur puissance. Je ne sais pas si les gens comprennent ce qu'on est en train de dire. Hein. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le moyen par lequel n'est-ce pas, les États-Unis essayent de maintenir, entre guillemets, la puissance américaine, qui désormais va le poser sur du papier. Ils veulent rester en vie. Parce qu'à tout niveau, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la géopolitique, du point de vue militaire, les États-Unis s'est terminé. Les États-Unis n'ont plus d'armée. C'est pour ça qu'ils ont développé les armées privées, l'armée de mercenaires. Ils n'ont plus d'armée. Ça veut dire que les Américains ont pris acte du fait que, en fait, c'est même plus un pays. Très peu d'Américains sont prêts à mourir pour leur propre pays. Pourquoi? Parce que le consumérisme a détruit la fibre mentale des Américains. Pas de leur faute, à cause de l'État américain. Ils n'ont pas d'armée, donc ils fonctionnent sur la base des contrats de mercenaires. L'Amérique n'a plus de morale, n'a plus d'éthique. Parce qu'un pays qui, désormais, ne considère plus l'être humain comme étant la ressource, n'est-ce pas, fondamentale de la vie, et veut remplacer l'être humain par des robots, n'est-ce pas, ben, c'est un pays ça. C'est un pays ça. C'est dit ouvertement. Mais tout à l'heure, quand il parle de ça, mais il a cité David Icke, Alex Jones et cette fameuse Rimanebo. Mais on va dire que ce sont des personnes, oui, complotistes, comme ils font souvent. Quand ils veulent désarmer des arguments de fond, ils se contrôlent. Mais on va dire que Kissinger, c'est un complotiste. Alain Kissinger, c'est un complotiste. Brzezinski, c'est un complotiste. Monsieur Kissinger, secrétaire d'État, signe un document. Il y a un document où, dès les années 70, les Américains considèrent que la démographie montante est une menace pour la sécurité des États-Unis. Et du coup, la lutte contre la démographie, n'est-ce pas, contre la surpopulation, d'après eux, et où, du tiers-monde, devient un problème de sécurité nationale aux États-Unis. Le document existe. Bon, alors, quand un pays arrive à ce niveau, c'est un pays ça. Hein? Moi, je vous pose une question. Comment une civilisation qui promeut l'avènement des robots fait pour discuter avec des civilisations qui restent encore au stade humain? Moi, je pose ma question sur la table. Hein. La question fondamentale de ce sommet, c'est de savoir comment des civilisations qui restent encore dans l'humanité, c'est-à-dire que nous continuons à croire que l'avenir de l'homme, c'est l'homme. Comment est-ce que vous faites pour aller discuter avec un pays qui a résolument pris le parti que l'être humain ne sert plus à rien, il faut le remplacer par les robots, et qui organise le monde en conséquence? Ça fait 5 ans que nous on crie ça ici tous les jours. C'est maintenant que me demandais souvent que mes présidents, ton affaire là vraiment, c'est tellement, c'est même vrai. Hein? Quand je parle de 13 familles, la question du dollar. On va sortir rapidement, président. Alors, donc vous voyez très bien que, non, parce que il faut quand même qu'on explique ça aux gens. Quand on fait un sommet, et que ces gens vont se rencontrer au sommet, au plus haut niveau, mais ce sont des semblables qui se rencontrent. C'est-à-dire que vous pouvez parler qu'avec un homme comme vous. Mais comment on explique que les gens parlent avec Joe Biden, président d'un pays qui ne croit plus à l'humanité?
Les lois sur le LGBTQX machin plus, c'est vrai qu'on était la truc là. Élevé au niveau des droits de l'homme par un pays. De manière claire. D'ailleurs, aux États-Unis, ils vont voter loi pour protéger les transgenres. Mais dites-moi comment vous faites quand un pays arrive à ce niveau. Comment est-ce qu'on fait pour les s'asseoir dans un sommet avec un pareil monsieur? Il va quand même falloir que les gens deviennent sérieux dans le monde entier. Il s'agit quand même de l'avenir de l'humanité. Est-ce qu'on peut continuer à dire... Pendant que les gens vous disent que non, ils ne peuvent pas avoir le dictateur, ils excluent du sommet 3 pays qui sont des démocraties supérieures aux États-Unis. Je parle du Mali, Burkina Faso et Congo. Parce que l'Amérique est le pays de la ligne le plus tyrannique du monde entier. Pour ceux qui ont un peu de jugeote, ils le savent. Mais comment on fait, en même temps, pendant qu'on lui exclut, vous allez au sommet, vous asseyez avec lui, alors que lui vous dit depuis longtemps qu'il n'est plus humain. Il n'est plus humain. Donc ça c'est clair. Donc c'est un pays qui n'a plus de morale, qui n'a plus de repères moraux. Il a renié tous ses anciens repères moraux. Il a renié ça. Alors, troisièmement, c'est un pays qui, sur le plan économique, est complètement artificialisé depuis très longtemps. Le dollar, c'est pratiquement à 70%, 60% une fausse monnaie. Dans un monde sérieux, il y a longtemps que l'Amérique serait mise sur ajustement structurel. Donc ça veut dire, on aurait exclu, on aurait mis au banc de la communauté économique mondiale, comme on l'a fait à la Grèce. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous savez que la Grèce a été soumise à un traitement dur. À cause de quoi? De sa dette. Mais pourquoi l'Amérique, elle, n'est pas soumise, n'est-ce pas, à un traitement, alors qu'elle est le pays le plus endetté de l'histoire de l'humanité? Hein? Comment le pays le plus endetté de l'histoire de l'humanité n'est pas mis, ne subit pas un traitement de choc? Pourquoi? On vous dit que non, c'est parce que sa dette est soutenable. Ça veut dire quoi? Que dans sa dette, il y a une partie qui est que c'est les Américains qui doivent aux États, à l'État américain. N'importe quoi. D'abord, c'est faux, parce que la grande partie de la dette américaine, c'est la dette chinoise, entre autres. Mais même la partie, même si on suppose que okay, c'est vrai, que la dette américaine, c'est une dette américaine, parlons comme ça. Mais si vous dites que ça c'est vrai, mais allez plus loin dans le raisonnement. Mais le dollar est la monnaie universelle de fait. Comment on peut dire que la dette américaine est une dette américaine? Comment on peut dire ça? Puisque le dollar est une monnaie universelle de fait, imposée par la force et la mafia et le faux de référence. Comment ta monnaie est une monnaie mondiale et toi tu en fais ce que tu veux, comme tu veux, sans te soucier du reste du monde? Comment c'est possible ça? Ça n'a pas de sens. Donc l'économie américaine est surendettée. Et elle n'est pas sur ajustement structurel parce que elle a terrorisé les gens par la force. Et deuxièmement, elle a installé un système dans le monde qui permet de contrôler les circuits financiers, la circulation de l'argent la circulation de l'argent et de contrôler le négoce mondial. C'est ça. Quand on met un pays comme la Russie sur sanction, on l'exclut de SWIFT. C'est parce que justement, SWIFT est une technologie monétaire qui permet de faire ce genre de choses. Ça veut dire que dès que on peut contourner SWIFT là, c'est quoi? Ce machin-là. Oui. Dès qu'on peut contourner SWIFT, n'est-ce pas? Et que sur le plan militaire, les États-Unis ne peuvent pas faire le poids face à la Russie. Et il y a une alliance globale qui aurait la Suisse, qui aurait la Russie pour centre, mais c'est terminé les États-Unis. C'est fini. C'est fini, ils font quoi? C'est terminé, c'est fini. Et c'est en cours. Ça a commencé et c'est irréversible. Mais je dis que c'est fini là. Et c'est le sens de l'alliance russo-chinoise. Merci. Et dans laquelle d'autres pays vont se greffer. Donc pour dire que on ne peut pas faire un sommet sur la base de la philanthropie. Regardez le discours de Joe Biden. 55 milliards de dollars. De promesses. C'est-à-dire vraiment 55 milliards de promesses. Qui vont financer la santé, le numérique, les infrastructures et la sécurité. C'est-à-dire en fait financer l'économie américaine. En vous utilisant. C'est cela qu'il s'agit. La philanthropie, après la démocratie, la gouvernance, la démocratie, la bonne gouvernance de l'homme. C'est-à-dire que c'est toujours un rapport de philanthropie, c'est-à-dire de mépris et d'insulte. Je vais terminer par le discours, la question du Cameroun, le discours du président de la République. Évidemment que c'est un excellent discours, il n'y a pas de débat là-dessus. Et comme son départ, ce sommet a été l'occasion de voir que le président se portait très bien. On l'a vu depuis l'aéroport, comment il marchait, madame était derrière, on a vu qu'il se portait bien, et le discours montre quelqu'un qui est dans une lucidité d'analyse extraordinaire. Il se passe donc quoi? C'est important.
Il faut saboter ça. Vous n'êtes pas au courant d'une vidéo qui circule depuis dans les réseaux sociaux? Merci de Mais parler de ça. cette vidéo, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on est en train de ramasser ce que tout président fait quand il va intervenir. C'est-à-dire quand vous voulez faire une grande sortie, vous voulez faire une grande intervention publique, vous consultez, vous dites que mais il y a qui dans la salle? C'est quoi est-ce qu'il s'agit, machin et consort. Mais qu'est-ce qu'on vous fait? On vous fait croire que, on dit que non, il a perdu la mémoire. Qu'il a perdu la mémoire. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et on prend la photo de la première dame qui tient son mari dans la main. Une des photos qui le tient dans la main pour dire que non, si je ne fais pas ça, il va tomber. Elle est obligée de le tenir et il va tomber. Et on écarte, on écarte de la même photo, on écarte plusieurs photos, c'est-à-dire la même cérémonie, où une fois la photo terminée, le président marche sur des distances, sans sa femme, alors que derrière, on écarte la photo, on fait un montage. Quand la CITV entre dans ce jeu, non, on ne peut plus accepter ça. Le complot va que le complot est très loin. On ne peut plus accepter ça. Je fais une démonstration simple. Si quelqu'un perd la mémoire, écoutez bien, si quelqu'un perd la mémoire, dans la même cérémonie, et la cérémonie c'est dans 2 minutes. Le président pose des questions de routine que tout président pose avant d'aller faire une intervention publique. C'est normal. Dans 2 minutes, il va intervenir. Il n'a pas la mémoire. Et il fait un discours qui dure 5 minutes. Où as-tu pris la mémoire pour le faire? C'est la même cérémonie, hein? Non, c'est ça. C'est important qu'on parle de ça. Il faut parler de ça. Où as-tu pris la mémoire pour faire un discours de ce niveau? Parce qu'il n'a plus de mémoire. Est-ce que vous vous rendez compte? Oh, c'est très profond le complot. Ah oui. Même dans son entourage le plus proche, c'est là qu'ils sont là-dedans. Il ne faut pas qu'il ait un succès d'une seconde. Il faut démontrer que vraiment c'est foutu pour justifier un coup d'État. Oui. C'est ça. Et les qui sont derrière, c'est pas vous et moi. Ce sont les barons là qui travaillent pour la France. Et les réseaux américains. Voilà. Ce sont eux. Parce qu'il vous a expliqué les enjeux gaziers du Cameroun. C'est rien. Mais parlez des matières rares. Des terres rares. Les terres rares. C'est clair au Cameroun. En parenthèse, les terres rares au Cameroun sur un peu moins de 4 régions qui ont été explorées. Officiellement, 5 régions qui ont été explorées. Il y a 300 gisements de minerais de pierre rare qui ont été découverts. 300 gisements de minerais de pierre rare. Et lorsqu'on parle de pierre rare, il faut rappeler que pour comprendre l'importance de ces pierres rares, il faut seulement analyser la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà. C'est-à-dire que vous bloquez l'accès de ces matières premières multinationales qui ont 100 fois le budget de nos États. Ils arrêtent de fonctionner d'ici 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus de Google, de Apple, de Samsung, de tout ce que vous voulez. Parce que ces pierres-là, c'est l'avenir du monde. Pour aller dans l'espace, les satellites, il faut ça, les drones, il faut ça, les écrans plats, il faut ça, la technologie militaire. Toute la technologie. Sans cette minerais, aucune technologie militaire. Installer un chaos au Cameroun. Il faut obligatoirement installer le désordre dans ces pays, un peu comme la RDC. Pour prendre ça tranquillement et continuer à vivre. C'est leur technique habituelle. Maintenant, il a parlé de 5 régions. Est-ce qu'on a exploré d'autres régions du Cameroun? Non, pas encore. Moi, je vous dis, c'est le seul pays au monde qui a les terres rares dans toutes ces régions. D'autres pays ont un dans une région, le Cameroun dans toutes ces régions. On a la deuxième réserve. Le Cameroun a la deuxième réserve d'uranium à l'échelle internationale. Je dis que et dès qu'on l'a découvert, le lendemain, Boko Haram a multiplié les attaques en territoire du Cameroun. On va sortir en une minute. Je vous en prie, pardon, dites à Nathan que c'est important, je suis en train de terminer. C'est tout ça que je dis. Parce que vous allez comprendre pourquoi, quel est l'enjeu du départ du président aux États-Unis. C'est ça. Mais tu l'as dit, le président n'est pas allé aux États-Unis pour quelque chose. Il a battu les Américains qui étaient derrière Boko Haram, derrière les Amazoniens. Même Boko Haram, il n'était pas loin de là. Même Boko Haram, il était ami avec la France. Le Cameroun a battu les Américains dans le projet d'Amazonie. Et ils sont obligés de faire semblant. Mais c'est pour tromper le naïf. Il est allé en sachant. Il n'est pas fou. Il sait que le pire ennemi du Cameroun actuellement, ce sont les États-Unis. Il le sait très bien. On les a battus. Donc lui, il est parti les battre sur leur terrain. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant par derrière? Il faut saper ça. On a activé les réseaux. À domicile. Il faut saper ça. Oui. L'humilier. Les Américains ont des réseaux partout. On a dit que dans l'opposition camerounaise, c'est mon regard au sein de la métier. Donc il faut saper ça pour dire que ce n'était pas un succès. Oui. Pour que le président ne bénéficie pas de toute l'aura qui est non seulement basée sur le fait que l'Amérique a été humiliée, ils ont été obligés de commencer à condamner les gens chez eux. Pourtant, c'est eux qui les finançaient et les protégeaient. Ils sont obligés de renvoyer certains Amazoniens ici. C'est une humiliation. Pour saper ça, il faut démontrer qu'il est sénile, qu'il perd la mémoire. Et qu'est-ce qu'on utilise? Son entourage. Voilà. Son entourage. Qui fait fouetter ces choses-là? Qui organise ça?
Ça, c'est clair. Hein? C'est pas vous et moi. Oui. Et qui reprend dans les réseaux sociaux. Allez voir les figures qui reprennent dans les réseaux sociaux. Ils appartiennent à qui? Ces figures appartiennent à qui? Un parti politique dont je ne ferai pas l'honneur de citer le nom ici. Mais les réseaux du pouvoir travaillent de connivence. Oui, ça c'est le haut niveau de la politique. Ils travaillent de connivence et trompent les naïfs. Donc c'est même ça le grand enjeu du sommet. Ce sommet, il est intéressant pour nous parce que c'est un sommet qui reflète la situation intérieure du Cameroun. Alors nous parlons. Et comment les gens manœuvrent. Vous savez que les Américains veulent à tout prix battre militaire au Cameroun. Absolument. Quand le Cameroun refuse, regardez quels sont les 6 présidents que Biden a reçus en dehors du sommet, de manière à tous. Libéria, Nigeria, quoi encore? Oui, Nigeria. Libéria, Afrique du Sud, Gabon. Gabon. C'est quoi l'enjeu du Gabon? Il est purement militaire. Tout à fait. Parce que tant que le Cameroun n'est pas dans le giron américain, ils savent qu'ils perdront l'Afrique. Ils le savent qu'on perd de l'Afrique. Ils le savent. Par tous les moyens, il faut l'avoir. On parle au Nigeria à côté. Et regardez le discours ambigu de Buhari ces temps-ci. Ambigu. Il dit une chose, demain on parle au Nigeria parce que la CIA contrôle toute la classe politique du Nigeria, corrompue dans le dossier du pétrole. Le dossier du pétrole, n'est-ce pas? On parle au Nigeria, on parle au Gabon. Et le Cameroun est pratiquement en sécurité. On veut prendre le Tchad. Oui, parfait. Pourquoi on exclut le Mali, le Burkina et on prend le Tchad? C'est pas un coup d'État toujours. D'après eux, c'est pas un coup d'État. C'est le fils de la CIA. On espère en tout cas que le président de la République du Tchad, Mohamed qui a rencontré son Excellence Paul Biya à Washington, non, vous savez, je vous ai dit ici que la question tchadienne est complexe. Ce n'est pas au niveau de n'importe qui. Des gens qui ont des formules lapidaires ne sont pas au niveau. Quand une situation géopolitique est complexe, il faut l'analyse complète de la situation. Sur la région du Tchad, j'ai des positions qui ont souvent été incomprises par certains, mais je pense que là, la CID me donne toujours raison. Les Américains veulent le Tchad. Que je viens vous évoquer. Mais alors je vous parle, le régime du président Mahamat, qui gère des contradictions terribles internes, qui sont liées à la gestion de différents clans qui ont travaillé avec le président Déby, et dont beaucoup sont des fils des Français, à tout point de vue, occidentaux. Ces contradictions font que souvent le président paraît un peu indécis. Mais là, on vient de régler la question d'un coup d'État au Tchad. Je pense que vous êtes au courant de ça. Effectivement. Un coup d'État. Les luttes des clans sont extraordinaires. Notre souhait est que le camp le plus progressiste conserve le pouvoir. Une bonne partie des généraux sont conscients des enjeux. Ils ont juré de suivre la voie du président Déby. Et le jour où ils ont fait le discours, ils ont dit cette voie c'est le panafricanisme. Ils l'ont dit clairement. Ce sont eux qui entourent le fils. On espère que l'État va continuer à se battre pour que ces clans-là soient neutralisés. Donc, l'enjeu de ce sommet, contrairement à ce que les gens croient. Pourquoi ils ont été obligés d'éviter le président Biya, qu'ils ont qualifié auparavant de dictateur, avec des rapports, les résolutions du sommet, condamnant du Congrès américain, condamnant le Cameroun, des sanctions américaines qu'on a infligées au Cameroun. Pourquoi ils invitent le président Biya? Pourquoi? Le Cameroun au Conseil de sécurité. Pourquoi ils invitent le président Biya? Parce que je vous ai dit, ça a échoué à cause du travail que nous avons fait au niveau de la conscientisation des populations camerounaises et de, comment dire ça, tout à l'heure il a parlé du caractère monumental de l'expérience du président Biya en matière de diplomatie mondiale. Face à Biya, Joe Biden, ça vous surprendre, Joe Biden, c'est un petit garçon. Bien sûr. Face à Biya, en matière d'expérience diplomatique. Effectivement. Joe Biden le sait. Bien sûr. Joe Biden le sait. Donc on l'invite pour distraire les Camerounais, on fait semblant de nous flatter, que c'est fini, alors que par derrière on prépare les vrais coups. Et ça, c'est la tradition américaine, ça. L'hypocrisie. On vous invite là, mais par derrière on prépare les vrais coups. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais terminer par là. Vous croyez que les gens qui sont à Yaoundé au pouvoir ne suivent pas l'actualité mondiale, ils savent que le parrain français est affaibli. Ils ne sont pas fous. Mais ils cherchent un nouveau parrain. Ouais. Dans le cas occidental, quel est le parrain le plus fort? Les États-Unis. Vous me s'accrocher sur les États-Unis, désormais, pour préparer, avoir comment on appelle ça, un parrain de poids face à la Russie, qui aujourd'hui apparaît comme le point culminant de la dynamique de diversification des partenariats initiés par le président Biya. Merci. Est-ce que vous voyez les enjeux? Parfaitement, donc, président. Il y a donc une alliance de fait entre ces réseaux-là, qui sont des sous-réseaux qu'on a créés par les Occidentaux. Aujourd'hui, dans la géopolitique mondiale et son évolution, le pays
occidentale sur lesquelles on peut encore s'accrocher pour croire qu'on peut tenir, c'est USA. Donc tout ce qu'ouvrent les Américains le savent très bien. Donc, pour nous les panafricanistes aujourd'hui, nous allons neutraliser les États-Unis. Vous savez comment il dit mes choses comme si c'était un fou, non? On dit les Américains, on va les neutraliser. Nous avons dit que l'Occident va tomber, il est en train de tomber. Ce n'est pas les États-Unis qui vont dépasser les panafricanistes. Merci à vous, Président Bandakani. On va quand même permettre au docteur Bassiliken en 3 minutes de dire également un mot sur le sujet. Le loup est donc finalement, le loup est sorti du bois, il s'est finalement découvert une fois de plus au détriment de la France qui est, après avoir reçu des coups de ces Africains-là qui ont décidé de la faire partir, c'est un de ses alliés de poids qui est en train de la lâcher et veut revenir sur le devant de la scène. Il faut ajouter que Macron, attention, est un Américain. C'est un agent américain. Il fait le cinéma, mais c'est un agent américain. Tant pis pour les Français qui ont voté Emmanuel Macron. Oui, c'est-à-dire que ce sommet France-Afrique, personnellement, quand j'ai appris... États-Unis-Afrique. États-Unis-Afrique, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce sommet États-Unis-Afrique, quand j'ai appris, bon, je me suis dit, c'est un non-événement. Mais en réfléchissant, je me suis dit, voilà en réalité, les Américains s'aperçoivent qu'ils sont vraiment en danger de mort en tant que puissance hégémonique mondiale. Aujourd'hui, tel que va le monde et tel qu'évoluent les choses, eh bien, les Américains, c'est certain, vont perdre la première place hégémonique mondiale. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont commis en politique, c'est vrai, on n'a pas de conscience, on n'a pas d'état d'âme, on n'a pas de morale, selon eux, mais les Américains sont les pires criminels de l'humanité. Figurez-vous comment ils ont utilisé l'esclavage pour accéder à la révolution industrielle. Et les Américains ont aidé un pays comme l'Argentine. Il y avait plein de Noirs en Argentine, hein, des esclaves. Mais systématiquement, ils ont été tués, massacrés. C'est un véritable génocide. Voilà. Je n'évoque même pas le génocide des peaux rouges. Au moment où ils arrivent, il paraît qu'il y avait 40 millions d'Indiens. Aujourd'hui, ils ne sont même pas 1000. Alors, j'ai dit, l'Amérique se réveille un peu tardivement parce qu'il y a une justice immanente. Pendant longtemps, elle a exploité, elle a profité, elle s'est enrichie et elle a mis en place un système franc-maçonnique sans Dieu. Vous savez, l'autre jour, je lisais un article où on dit la véritable mort du président Kennedy. C'est parce que, en accédant à la Maison Blanche, il a dit « Je suis catholique et le resterai ». Or, aux États-Unis, quand vous accédez à la Maison Blanche, c'est la franc-maçonnerie qui vous accompagne. Donc, les Américains ont beaucoup de crimes dans la conscience. Ils ont fait beaucoup de gaffes en dominant le monde. Et aujourd'hui, ils essayent de se rattraper. En réalité, l'avenir du monde, c'est l'Afrique, hein? Parce que nous sommes le seul continent, non seulement qui n'a pas été, qui n'a pas accédé à l'industrialisation, et donc toutes nos réserves sont en place. Et ils viennent prélever quasi gratuitement. Je vous assure, hein, le téléspectateur peut vérifier. Entre les réserves de pétrole qu'il y a en Arabie Saoudite et dans les autres monarchies du Golfe, et les réserves qu'il y a en Afrique, il n'y a même pas de comparaison. Il n'y a pas comparaison. Mais regardez dans quelle opulence vivent les Arabes et dans quelle misère l'Occident nous a plongés. Vous croyez qu'avec ça, ils peuvent se rattraper? Non. Et le président du Cameroun leur a rappelé des vérités essentielles sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que le président Banda et mes prédécesseurs l'ont établi. En réalité, le président du Cameroun est allé rappeler aux Amériques que l'aide publique au développement, une invention des années 60 que les Américains ont mise en place pour mieux exploiter les pays pauvres,
Comment voulez-vous qu'il y ait le sous-développement en Amérique latine, le continent même des États-Unis? Comment voulez-vous qu'il y ait un sous-développement et la misère alors qu'ils avaient la population, la possibilité d'aider les Sud-Américains avec l'aide publique au développement? Non, ça c'est complètement suranné et je crois, je suis vraiment profondément convaincu que avec notre alliance, avec les nouveaux pays émergents, la Chine, la Russie, l'Inde et d'autres encore, qui accepteraient une coopération gagnant-gagnant, comme aiment dire nos amis chinois, eh bien, ils nous sortiront de là où nous sommes, parce que c'est nous l'avenir du monde. Non seulement nous avons conservé le peu de caractère humain que les autres ont détruit à cause du libéralisme débridé, non seulement nous avons encore toutes les richesses de notre continent, mais en plus, nous avons été exclus de ce système-là et notre retour sur la planète va se faire dans un monde au minimum bipolaire. Parce qu'on peut imaginer que, après l'ONU, il y aura une autre organisation. Sinon, qui va supplanter l'ONU, ou du moins qui va être rival de l'ONU, et à ce moment-là, la véritable vie de la planète va commencer. Tous les complots, toutes les intentions de nous voulons l'Afrique sans les Africains vont échouer fatalement, parce que l'espèce humaine a été faite pour vivre sur Terre et en qualité d'humain et non pas en qualité de robot que l'on va faire marcher à volonté. Vous pouvez être certain qu'aujourd'hui et à la suite de ce sommet prétendument Amérique-Afrique, à la suite de ce sommet-là précisément, vont émerger des nouvelles situations et l'avenir de l'Afrique, à mon avis, est vraiment radieuse. Tandis que l'avenir des États-Unis d'Amérique, je n'ose pas dire plus. Un peu comme l'avenir de la France en Coupe du Monde actuellement. Ils sont menés 2-0 par l'Argentine. Ah oui, dans ces conditions-là, oui. Une information aussi qui est quand même importante, tu peux me permettre de faire le parallèle. Le pape, il dit qu'il a signé sa lettre de démission. Le pape actuel. Le pape, voilà ça, il a signé cela. Il dit qu'il a signé sa lettre d'abdication. Mais comment vous pouvez signer une lettre de démission, vous êtes toujours là? Question. Oui, le pape. Oui, il a signé. C'est là. Maintenant, c'est clair. C'est clair. Comment vous dites qu'il a signé une lettre d'abdication au cas où sa santé? Ça ne se fait pas. Il y a un problème. On abdique et on quitte. Effectivement. On démissionne si on n'est plus là. Mais son prédécesseur immédiat, c'est ce qu'il a fait. Oui, bien sûr. Alors, effectivement. Soit on démissionne, on n'est plus là. Mais c'est quoi l'histoire où tu signes une démission et tu es toujours là? Il faut rappeler, Président, que c'est l'un des papes les plus controversés de toute l'histoire de la papauté. Vous êtes gentil, mais par respect pour le professeur Baseleki, je ne vais pas attaquer le pape. Je ne vais pas dire que par respect pour vous. Non, je laisse moi dire. Toute la vérité. J'ai déjà assez dit. Bon, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas insister là-dessus. Je veux qu'on m'explique comment on peut démissionner d'une fonction et rester encore là. Oui. Eh bien, Charlie Kenyé. Sur la question du pape, vous savez, je me souviens qu'il y a de cela quelques semaines. Le pape pleurait justement sur la place Saint-Pierre en appelant au soutien envers la population ukrainienne. À ce moment, j'ai bien voulu demander au pape où est-ce qu'il était lorsque l'Ukraine même, cette même Ukraine aujourd'hui dont on demande à soutenir, bombardait le Donbass, bombardait sa propre population au point de faire 14 000 morts, plus d'1 500 000 réfugiés. Où était le pape lorsque les bombardements de l'armée américaine pleuvaient sur Kaboul, en Irak, au point de bombarder un hôpital avec des morts et des enfants? Madeleine Albright à l'époque nous parlait de dommages collatéraux. Où était le pape lorsque l'OTAN bombardait la Yougoslavie pendant 98 jours, plus de 3000 sorties aériennes en disloquant le pays en 6? Où était le pape lorsque la force Silicone bombardait la Côte d'Ivoire? Pourtant, les populations manifestaient les mains lues. Où était le pape lorsque les États-Unis, sous le couvert de l'OTAN, bombardaient la Libye au point d'entraîner l'assassinat de Muammar Kadhafi?
Où était le pape lorsque la coalition internationale derrière l'Arabie Saoudite bombardait et continue de bombarder le Yémen? Où était le pape lorsque cette même coalition internationale bombardait la Syrie? Où était le pape lorsque les réseaux mafieux justement arrivaient à la partition du Soudan avec la catastrophe humanitaire que nous avons vue dans la région du Darfour? Où était le pape donc parmi toutes ces situations? Pourquoi aujourd'hui le pape nous appelle à une solidarité envers l'Ukraine? Donc véritablement, il a demandé pardon à Poutine après. Ouais, et il a demandé pardon à Poutine. Donc véritablement, je ne vais pas commenter cette actualité parce que je me dis, mais ce que je voulais dire par contre, c'est que il y a des choses, des questionnements qui ont été faits ici, qui obligent que véritablement les Africains comprennent ce qui est en train de se passer. Tout au cours de ce sommet, il y a 3 grands visages qui ressortaient, que ce soit dans le domaine de l'organisation ou de la communication. 3 grands visages américains, et je vais vous donner les noms. Il y a Jude Verdemont. Jude Verdemont, c'est le directeur national à la sécurité américaine pour les affaires africaines. Il y a Jack Sullivan. Jack Sullivan, c'est le conseiller à la sécurité nationale américaine. Et il y a Lloyd Austin. Lloyd Austin, c'est le secrétaire d'État à la défense. Vous apprenez, ou alors vous faites un sommet où vous appelez des chefs d'État pour parler de coopération économique, de coopération dans bien de domaines culturels et autres, et vous les faites asseoir avec des patrons du renseignement, des espions, des patrons du renseignement. Est-ce qu'on est encore dans le sommet? Est-ce qu'on est encore dans le sommet? Ça veut dire que clairement, on est en train de préparer autre chose. Et ça reprend, ça répond ce qu'on a l'habitude de dire ici, c'est-à-dire que le moteur économique des États-Unis, c'est la guerre. Sauf que la guerre d'hier ne peut pas être celle, c'est-à-dire que la guerre pratiquée telle qu'on la faisait hier ne peut pas s'appliquer aujourd'hui parce que hier c'était le hard power. Aujourd'hui nous ne sommes plus dans le hard power, nous sommes dans le soft power. Et le soft power c'est quoi? Dès que vous prononcez soft power, c'est l'image qui apparaît derrière, c'est la CIA. C'est la CIA, c'est le renseignement américain. C'est-à-dire que pas des réseaux, pas des mécanismes secrets, ce qu'on appelle les opérations clandestines. On change de gouvernement, on fait ce qu'on appelle les révolutions oranges, on place des hommes à la tête de l'État, on assassine des hommes politiques qui ne cadrent pas avec la logique qu'on veut, on finance les partis politiques qui vont faire la propagande de nos valeurs, on finance les médias qui vont faire la propagande de nos valeurs. C'est ça le soft power. D'ailleurs, la loi qui a été votée au Congrès américain, la loi HR 73-11-11-5, qui s'intitule répression des activités russes sur le sol africain, allez lire la loi. Il s'attaque à 2 choses. Et c'est clairement le soft power. On vous dit clairement qu'il faut financer les partis politiques en Afrique, financer les organes de masse en Afrique, les médias de masse en Afrique. C'est comme ça, vous allez voir. Et tuer les leaders d'opinion qui s'attaquent justement à l'idéologie occidentale et qui, pour eux, seraient stipendiés par la Russie. Donc, quand vous entendez ça, ça veut dire clairement que, ajouter à ces organisateurs de sommet, vous comprenez que ce que ces gens veulent, et véritablement, il faut que les Africains comprennent. L'Occident, le bloc n'a jamais vu l'Africain comme étant un homme au sens noble du terme. Jamais. Pour eux, nous restons des singes qui gambardons de branche en branche. Ça veut dire que lorsqu'ils nous appellent même à ce genre de sommet, indirectement, ils préparent même nos délégations à pouvoir travailler contre nous dès le retour sur le terrain. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Effectivement. C'est pourquoi c'est des rencontres en réalité qui ne devaient pas s'organiser sur leur terrain. C'est à nous. C'est-à-dire que c'est nous qui devons créer les conditions et les appeler de venir sur notre sol travailler. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est très profond. C'est pourquoi en réalité il n'y avait pas eu sommet là-bas. C'était pas un sommet. C'était pas un sommet. C'est pourquoi, quand elle a dit tout à l'heure, j'ai relevé ça. Est-ce qu'il y a eu sommet? J'ai relevé le mot. Et il a raison de le poser cette question. Parce qu'en réalité, on fait une rencontre où on vous appelle les agences, les patrons des agences de renseignement de venir parler avec les chefs d'État. Quelle est la logique dedans? Merci à vous. Et je termine avec ceci. On nous fait savoir que la monnaie de référence à l'échelle internationale, c'est le dollar, avec les accords de Bretton Woods de 1900, je crois, c'est 46, autres, qui officialisaient cette référence-là, le dollar américain. Et derrière, on vous dit que le dollar, c'est-à-dire que l'impression du dollar, le fait qu'on fasse tourner la planche à billets par la Fed, la réserve fédérale américaine, qui en réalité n'appartient pas à l'État américain, il faut rappeler ça. C'est la propriété d'un groupe de personnes qui se sont érigées en Dieu le Père. Donc, qui se sont érigées en Dieu le Père. Donc, le principe que la Fed fabrique le dollar en proportion incontinu, on nous a dit que c'est qui endossé, parce que la monnaie doit être adossée sur quelque chose. Et on nous dit que c'est adossé sur le dollar. Avec Kissinger, c'est lui qui avait fait de ça la convertibilité, la monnaie adossée sur le dollar, sur l'or. Dixon, merci, Nixon, sur l'or. Donc, on nous fait savoir que la réserve fédérale américaine a une réserve d'or de 2800 tonnes. 2800 tonnes. Le Mali, hier, avait une production de
annuel d'or de 60 tonnes. Les prévisions actuelles démontrent que le Mali est capable d'aller même jusqu'à 100. Et alors où je vous parle, le Mali est en train de produire ces lingots d'or. La réalité malienne est vraisemblable pour la plupart des États africains. Ça veut dire clairement que sans faire la sorcellerie, je n'ai pas fait économie. Je comprends que avec notre or, comme le Mali nous montre la voie, puisqu'ils ont à transformer, c'est là, c'est visible, ça circule. Ils ont dit, c'est palpable. Ça veut dire que rien qu'avec ça, qu'est-ce qu'on veut pour ne pas avoir de monde? On en finit avec le franc CFA. On n'a plus besoin d'aller demander les aides au développement, les fonds d'aide et autres. On fait comme eux, non? Vous avez le dollar 2800, nous-mêmes on a. C'est un peu un produit, on voit comment on va... Vraiment, je n'ai pas fait l'économie. On en finit avec le franc CFA. Raisonnement logique. Merci. Raisonnement logique. Vraiment, que ceux qui sont allés là-bas comprennent que le salut de l'Afrique, ce n'est pas là-bas. C'est ici parce qu'on a tout ici là pour sous-tendre le développement africain et pour imposer la vision de l'Afrique au reste du monde. Merci à vous, Charlie Kenyé. Merci. Jamais. Merci à vous, président Bandakani. Il dit excellente émission, il nous suit, il dit c'est tout à fait ça. C'est un pays pratiquement nous saluons. On salue aussi M. Bekima depuis. Le docteur Paul Bekima depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis, on le salue également. Eh bien, étant donné que Charlie Kenyé a répondu à la question de Bertrand Tatinda tout à l'heure, il n'y a pas eu sommet. Vous vous êtes interrogé également sur les différentes positions du pape. Quand il y avait tous ces bombardements, il était sûrement très occupé à parler des questions liées à l'homosexualité et à la communauté LGBT. Effectivement, c'est avec ces dernières paroles que nous allons fermer cette première partie du débat panafricain. Merci à vous, chers messieurs, de nous avoir accompagnés. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres éditions, toujours sur la télévision panafricaine. Mesdames, messieurs. Je salue quelqu'un là qui nous a envoyé des félicitations depuis Tchang. Depuis Tchang. C'est le docteur, professeur Essomba. Il est enseignant. Il dit vraiment, il salue avec révérence et il dit merci. Il salue le président Bandakani, Bertrand Tatinda et le papa, notre papa. Merci au professeur. Professeur Essomba, vraiment depuis la ville de Tchang, nous te disons véritablement merci. Merci également, professeur Essomba. C'est avec ces derniers remerciements qu'on va conclure. Et pour Nathan, le président Bandakani souhaite que l'Argentine ajoute encore 4 buts pour que la soirée soit complète. Mais chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Bonsoir.